Pour la session plénière, je vais appeler sur scène les participants. Jonathan Arfi, président du CRIF, Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, Monsieur Bernard Cazeneuve, Premier ministre, Madame Delphine Orviller, rabbin, si elle est là, et Étienne Gernel, directeur de l'hebdomadaire Le Point. Donc on attend Madame Orviller, mais je vais dès à présent demander à Jonathan Arfi si on veut bien fermer les portes, s'il vous plaît, et on fera rentrer les gens après au balcon. Voilà Monsieur Manuel Valls qui arrive. Et pour animer le débat, Monsieur Stéphane Bou, directeur de la revue K. Donc on attend Delphine Orviller, mais je vais demander directement à Jonathan Arfi, président du CRIF, d'ouvrir cette convention. Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, pour qui, je le sais, le terme même de convention est particulièrement précieux. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, merci de ta présence à nos côtés ce matin et de ton engagement si constant. Madame le rabbin, chère Delphine Orviller, qui va arriver, Monsieur l'ambassadeur du Kosovo, Madame la ministre, chère Agnès Buzyn, Monsieur le président d'honneur du CRIF, cher Roger Kuckerman, Mesdames et Messieurs les présidents de délégations régionales du CRIF, que je veux remercier de leur présence ce matin, Mesdames et Messieurs les responsables et présidents d'institutions et d'associations juives qui font vivre au quotidien le CRIF, Madame la députée, chère Manuel Hoffmann, cher Étienne Gernel, notre partenaire du Point pour cette convention, et enfin, cher Brice Teinturier. Brice Teinturier croit qu'il est sondeur, il est en fait radiologue, puisqu'il nous propose régulièrement d'ausculter la société française. Merci, cher Brice, de ta présence. Chers amis, toutes et tous, soyez ce matin les bienvenus. Bienvenue dans cette 14e Convention nationale du CRIF, où ensemble, nous allons réfléchir et tenter de penser le monde d'après. Penser le monde d'après. Dans ce titre, chers amis, chaque mot compte. Pensez d'abord, que nous avons écrit avec un E, mais qui est tout aussi pertinent avec un A, tant notre monde a besoin d'être réparé. Penser, réfléchir, animer un débat d'idées calme et apaisé, en fidélité à la fois à la tradition juive du Pilpoul, ce débat talmudique, et au débat citoyen qui est, rappelons-le, au cœur de l'idéal républicain. Penser le monde, ensuite, et non la société ou la France seulement. Car, vous le savez, notre monde est désormais un village. Un village où un virus né en Chine peut se propager à New York en quelques jours. Un village où des soldats nord-coréens participent impunément à une guerre en Europe. Un village où le séisme d'un conflit au Proche-Orient peut déclencher un tsunami antisémite du Daghestan à Los Angeles. Pensez le monde d'après, enfin. Car chacun de nous le sait, chacun ressent que le 7 octobre est une fracture dans l'histoire. Non seulement dans l'histoire du XXIe siècle, ce siècle né avec le 11 septembre, mais le 7 octobre est une fracture pour Israël et pour les Juifs, mais au-delà une fracture pour toutes les démocraties libérales, dont les sociétés
mais aussi les débats publics sont désormais hystérisés par les tenants d'une cause palestinienne dévoyée, devenue un slogan électoral. Cette 14e convention nationale du CRIF est en soi un acte militant, car nous le savons, il n'y a pas de démocratie sans un débat d'idées vivant et apaisé. Et c'est précisément ce débat d'idées que les fauteurs de haine cherchent à étouffer. Étouffer le pluralisme dans les universités en ostracisant ou molestant toutes les voix dissonantes, étouffer le dialogue sur les réseaux sociaux en insultant ou harcelant toutes les voix minoritaires. Face à ceux qui veulent étouffer le débat, nous vous proposons de respirer. Prendre aujourd'hui, auprès des intervenants de nos 20 tables rondes, un grand bol d'air. Une seule règle, s'écouter pour mieux se parler. La liberté consiste à savoir que la liberté est en péril, disait Emmanuel Lévinas. Aujourd'hui, nous explorerons tout ce qui menace la liberté, nos libertés. L'antisémitisme, bien sûr, et avec lui toutes les haines qui progressent, l'islamisme et son projet meurtrier, le populisme de tous bords qui fragmente nos sociétés, le communautarisme qui rompt avec l'universalisme de l'idéal républicain, l'individualisme qui entrave la réussite des projets collectifs si nécessaires et si précieux pourtant à la vie citoyenne, enfin les petites lâchetés et les grands renoncements de nos démocraties qui font le lit de nos ennemis. Aujourd'hui, nous écouterons des membres de familles d'otages, nous partagerons leurs peines et appellerons avec elles à la libération de ceux qui sont encore captifs à Gaza. Nous chercherons aussi à comprendre la bataille des mots où, dans une version accusatoire tragique, on accuse Israël de génocide, où le mot de paix est aujourd'hui confisqué par des partisans de la haine. Nous rappellerons l'exigence morale qui impose la solidarité avec toutes les victimes civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, et refuseront la guerre de tous contre tous que veulent imposer le Hamas, le Hezbollah et derrière eux la République islamique d'Iran. Ces thèmes et beaucoup d'autres rythmeront notre journée de réflexion. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble, espérons-le, faire un peu reculer l'ignorance. Alors, je nous souhaite à tous une journée de savoir, de culture et de liberté. Je vous remercie. Bienvenue au rabbin Delphine Hörwiller. Depuis mercredi soir, ça a créé le grand boom dans la communauté et bien au-delà, le fameux sondage commandé par le CRIF à Ipsos sur le regard des Français sur l'antisémitisme et les Français juifs. Sans plus attendre, je laisse la parole à Brice Teinturier, directeur des Ipsos. Bonjour, d'abord merci de me recevoir parmi vous. J'ai déjà participé à certaines conventions du CRIF, mais pour vous présenter rapidement les grands enseignements de cette enquête. Avant de le faire, je voudrais vous dire, si vous ne l'avez pas vu, à quel point il nous faut soutenir Géraldine Wosner, qui a publié et fait le commentaire de cette enquête dans Le Point, et qui subit un tombereau de haine, un tombereau d'insultes, qui en dit long sur l'évolution des perceptions et du débat dans notre pays, puisque maintenant, il y a des tentatives d'intimidation, y compris quand on publie une enquête et qu'on la commande, enquête qui a été publiée intégralement et sur le site du Point et sur le site d'Ipsos. Alors, je vais aller vite parce que je dois aller vite aujourd'hui et je ne vais pas vous présenter cette enquête qui est très complète dans son exhaustivité. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible à l'essentiel, mais encore une fois, vous en avez l'intégralité qui est disponible. L'enquête a été réalisée en septembre auprès d'un échantillon classique de 1000 personnes. Je vais passer vraiment en accéléré sur une série d'indicateurs au démarrage. Nous ne focalisons pas cette enquête que sur la perception des Français juifs, mais également sur un ensemble de minorités. Vous le voyez ici, on pose des questions sur l'intégration de différents groupes, qu'ils soient religieux ou d'origine géographique et ethnique différente. Ça nous permet de voir, je vais tout de suite à l'essentiel,
qu'il n'y a pas une explosion du rejet, que nous ne sommes pas d'ailleurs, Dieu merci, dans la situation des États-Unis où il y aurait en permanence une polarisation, mais dès les premiers indicateurs, vous pouvez voir ici que quand on pose la question sur l'intégration des personnes juives, donc je vais immédiatement à l'essentiel, et qu'on leur demande si elles sont bien intégrées ou pas bien intégrées, en totalité ou en partie, vous avez une variable qui doit attirer notre attention, c'est celle des jeunes, puisque 53% seulement des 18-24 ans nous disent que les juifs sont bien intégrés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hostiles aux juifs, mais ça veut dire que là, nous avons, et j'y reviendrai, quand même un sujet auprès de la jeunesse de ce pays, dans la perception des différentes minorités en général et en particulier dans la perception des juifs. Au quotidien, comment les Français nous disent-ils que les choses se passent ? Elles ne se passent pas si mal que ça. Donc les Français, Dieu merci, ont une expérience de la diversité. Dans leur entourage proche, ils croisent des couples de personnes ayant chacune des croyances religieuses différentes, vous le voyez ici, des couples de personnes issues l'une et l'autre d'origines différentes. C'est important parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la polarisation affective, comme aux États-Unis, où chacun se séparerait des autres dès qu'ils ne pensent plus la même chose. Et puis quand on demande non pas des questions de représentation, mais qu'on fait porter l'interrogation sur comment les relations se passent-elles, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises avec chacun des groupes suivants ? Bon, vous voyez qu'on a toute une série de groupes ici, mais à propos des Juifs, on a 68% des Français qui nous disent que les relations sont bonnes, et c'est un chiffre qui est stable. Donc de ce point de vue, il y a, et c'est très important, un bloc dans la société française qui, évidemment, fort heureusement, nous dit qu'il y a de bonnes relations avec les Juifs et qu'elles sont bien intégrées. Ce n'est pas au niveau du bloc que les choses évoluent, c'est à l'intérieur de minorités hostiles aux Juifs que là, nous avons de véritables progressions. Et donc j'en viens immédiatement à ce qui est quand même le cœur de cette enquête, un volet de perception sur les Français juifs et un volet de perception sur Israël, puisqu'il faut traiter et parler des deux. Alors nous suivons depuis longtemps, et je remercie le CRIF, la Fondation du judaïsme culturel, j'ai beaucoup milité pour cela, un certain nombre de stéréotypes. On a maintenant, dans le temps et de manière régulière, des questions qui s'opposaient. Et nous recueillons ici la perception des Français sur toute une série de stéréotypes anti-juifs. Il y en a 16 que nous mesurons régulièrement. Si vous les prenez un par un, il y a des choses évidemment effrayantes, mais il n'y a pas non plus une progression spectaculaire sur l'ensemble des items. Il faut vraiment là-dessus être très précis, très méticuleux. Alors d'abord, premier élément, tous les grands stéréotypes accolés aux Juifs perdurent à des niveaux quand même extrêmement élevés. L'idée que les Juifs sont très soudés entre eux, vous le voyez, 89% des Français imaginent que cette communauté est homogène, soudée. Le deuxième stéréotype quand même terrible, ce sont les 52% de Français qui nous disent que les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France, pas simplement attachés à Israël, plus attachés à Israël qu'à la France. Il est à peu près stable, vous le voyez également dans le temps. L'idée de lobby que dont disposeraient les Juifs qui interviendraient au plus haut niveau, qui serait très puissant, est encore partagée par un Français sur deux. Et puis nous avons introduit cette année un autre item, puisqu'on cherche à mesurer, à comprendre le lien qui peut être fait entre ce qui se passe en Israël et à Gaza et ce qui se passe en France. Donc on a introduit un item volontairement très dur dans sa formulation, puisqu'il consiste à dire la très grande majorité, pas quelques Juifs, la très grande majorité des Juifs soutiennent la politique israélienne, y compris dans ses pires aspects à l'égard des Palestiniens. Et là, vous voyez qu'un Français sur deux nous dit « oui, oui, tout à fait ». Donc, je vais revenir dans un instant sur ces phénomènes de contamination, mais c'est un point évidemment clé. Les autres préjugés sont relativement élevés également, certains en augmentation, d'autres pas. Il faut être sensible quand même aux 17% qui nous disent maintenant, et c'est 6 points de plus que l'année dernière, il y a un peu trop de Juifs en France, ou les 16% qui nous disent il y a un peu trop de synagogues. Donc on mesure la persistance à un niveau élevé de ces préjugés. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on partage 1, 2 ou 3 de ces stéréotypes qu'on est face à quelqu'un qui a une pensée structurée, organisée, et qui consiste évidemment à s'opposer aux Juifs de France. C'est quand on cumule un certain nombre de ces attributs. Et c'est le calcul que nous avons fait ici, et c'est ça qui est important à voir davantage encore que le détail de chacune des dimensions. Vous avez 27% de nos concitoyens qui ne partagent aucune de ces affirmations ou une ou deux.
Vous en avez 27% également qui en partagent de 3 à 5, et vous en avez 46% qui en partagent au moins 6. Donc là, on commence, quand c'est au moins 6, c'est 7, c'est 8, c'est 9, on commence à être face à des individus qui nous disent « les Juifs sont soudés entre eux, ils aiment l'argent, ils préfèrent Israël à la France, etc. etc. » C'est-à-dire un système de représentation organisé, construit, élaboré. Et ces 46% aujourd'hui, ils n'étaient que 37% la dernière fois. Donc ce n'est pas individuellement sur chaque dimension que les choses explosent, c'est dans la construction d'une pensée, encore une fois, qui cumule les stéréotypes que nous avons des évolutions extrêmement inquiétantes. Et puis comme nous avions ça, et ces items, j'ai fait sortir également le pourcentage de Français qui partagent non pas 6 et plus, mais 9 stéréotypes anti-juifs et plus. Donc là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très construit. Ça pèse 27%, ce qui n'est pas négligeable quand même, 27% de la population française qui intègre 9 stéréotypes, voire davantage sur les 16 testés. Il faut les regarder, il faut regarder le profil par rapport aux 27% qui sont totalement à l'opposé. Et là, vous avez des choses également importantes. Parmi ceux qui sont les moins poreux à ces stéréotypes anti-juifs, vous retrouvez les sympathisants du PS, les étudiants et quand même les 18-24 ans, mais vous retrouvez également à 33% des sympathisants de la France insoumise. Je vais venir sur cette question qui est évidemment une question clé. Et puis les plus diplômés. À l'inverse, parmi ceux qui sont les plus poreux aux stéréotypes anti-juifs, vous avez, ce n'est pas nouveau, les ouvriers, ceux qui sont peu diplômés, les sympathisants du RN, mais, et c'est cela la nouveauté, vous avez maintenant à 34% des sympathisants de la France insoumise. Autrement dit, il y a deux segments chez les sympathisants de la France insoumise. Il y a un segment qui est encore dans la tradition historiquement de gauche, du PS, des écologistes, qui étaient les moins poreux aux stéréotypes anti-juifs. Et puis vous avez un autre segment qui maintenant est extrêmement poreux à ces stéréotypes et qui contribue à les pousser de plus en plus. Mais il faut avoir à l'esprit ces deux éléments. L'évolution, en tous les cas, elle est là. L'évolution majeure de cette enquête, elle est là. 30% des sympathisants RN sont également parmi les plus poreux à ces stéréotypes. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, encore une fois, c'est que c'est aux deux extrêmes que nous avons maintenant les perceptions les plus enclines aux stéréotypes anti-juifs. Quand vous regardez ensuite un peu plus dans le détail, vous le voyez ici, par âge ou par niveau de diplôme, les moins diplômés sont ceux donc qui partagent le plus l'ensemble de ces opinions agrégées ou de ces préjugés anti-juifs. Et quand vous regardez par sympathie partisane, vous le voyez là très bien, vous avez du côté de la France insoumise maintenant 55% des sympathisants de la France insoumise qui partagent au moins 6 de ces items. C'est quasiment le même niveau que les sympathisants du RN qui sont à 52%. Donc véritablement, c'est des deux côtés, mais en termes d'évolution, c'est différent, des deux côtés que se passent les éléments. Troisième point, je crois, à regarder maintenant, c'est le regard que portent les Français sur la situation des Français juifs. Et un indicateur que nous posons aussi régulièrement, est-ce qu'il existe des raisons d'avoir des craintes de vivre en France ? Bon, vous voyez que 64% des Français nous disent oui, et que c'est en forte progression. Donc le phénomène, il a quand même été perçu par la société française. Il y a de quoi redouter d'être juif de France aujourd'hui, hélas. Ce chiffre, il n'est pas monolithique. Il est très élevé, par exemple, chez les sympathisants LR, là 73%, mais vous voyez qu'il n'est que de 43% chez les sympathisants de la France insoumise. Donc cela minore, et vous allez le voir systématiquement, minore ce qui est en train de se passer depuis quelques années dans notre pays. Est-ce que l'antisémitisme est répandu ? Oui, nous disent les Français, à 79%. Là aussi, c'est en progression de 4 points. Donc l'ensemble de la société française a bien perçu ce qui se passait. Et est-ce qu'il tend à augmenter ? Oui, 70%. Mais là encore, regardez la variable sur la sympathie partisane. Les chiffres sont minorés par les sympathisants de la France insoumise. 65% seulement, alors c'est majoritaire, mais c'est bien moins que les 79% qui nous disent que l'antisémitisme existe. Et a-t-il augmenté ? 41% seulement des sympathisants en France insoumise qui nous disent qu'il est plus répandu aujourd'hui qu'hier. Donc il y a un phénomène de déni, et pour cause, de dénégation de la part des sympathisants de la France insoumise sur ce qui se passe depuis notamment le 7 octobre. Alors cette question, moi je trouve, est extrêmement importante. Elle arrive après d'autres questions où
rappelle que des Juifs partent à l'étranger, en Israël ou dans d'autres pays, et on leur demande à un moment donné, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose, que des Juifs de France partent, une mauvaise chose, ou ni une bonne ni une mauvaise chose? Vous voyez que nous avons 12% de la population qui se réjouit du départ des Juifs de France. Là, on est au cœur de l'antisémitisme, on est véritablement sur ce noyau, plus élevé chez les sympathisants RN, 15%, mais maintenant plus élevé également chez les sympathisants de la France insoumise, 20%. Je crois que le chiffre malgré tout le plus glaçant encore, c'est en tous les cas à mes yeux le 56%. 56% des Français qui finalement n'en ont rien à faire, qui sont dans l'indifférence, se disent ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose que les Français juifs partent de France. Alors il avait fallu attendre Manuel Valls pour qu'un responsable politique de premier plan dise que la France n'était pas la France sans les Juifs de France, mais vous voyez ici que nous avons à nouveau cette dimension. Autre aspect stable, mais malgré tout inquiétant, est-ce que les Juifs ont une part de responsabilité dans l'antisémitisme? Vous savez, le retournement de la responsabilité, c'est de la faute des Juifs s'il y a de l'antisémitisme. Logiquement, on parle bien des Juifs de France ici. Le 47% devrait être à 100%. On est malgré tout à 47% uniquement. Alors il y a un gros paquet qui nous dit à 37%, ils ont une petite part. Mais si on se concentre sur les 16% qui nous disent qu'ils ont une responsabilité significative dans l'augmentation de l'antisémitisme, même variable, les moins diplômés, plutôt les hommes, et les sympathisants de la France insoumise sont plus enclins à faire des Juifs les responsables de l'antisémitisme. C'est vieux comme le monde, mais ça progresse quand même dans certains segments de la population française, et c'est évidemment extrêmement inquiétant. Même chose sur l'importance qui serait accordée à la mémoire de la Shoah et qui serait trop importante. On retrouve aussi les mêmes variables, les sympathisants de la France insoumise, vous le voyez ici, qui nous disent à 44% que oui, on en fait trop à propos de ce qui s'est passé durant la Shoah, à propos de la Shoah. C'est nettement plus que dans toutes les familles politiques. Donc là aussi, c'est un travail de construction politique pour dénier un certain nombre de réalités. Et puis, dernier volet, mais qu'il faut aborder et qui est important, c'est le regard porté par les Français sur Israël. Alors là, nous avons toute une série d'indicateurs qui nous montrent quoi, si j'essaye de les résumer encore, que la sympathie à l'égard d'Israël a baissé, qu'elle est faible aujourd'hui. Vous avez 21% de la population qui porte un jugement positif, enfin qui nous dit qu'Israël évoque pour lui quelque chose de positif. C'était 27% quand même dans les années précédentes, le différentiel est donc négatif. C'est la même chose à propos de la Palestine, 18% seulement. Il y a toujours un petit différentiel qui est en faveur d'Israël, mais il a diminué. Et là, quand vous faites ce qu'on appelle dans notre jargon le différentiel, donc les bonnes opinions moins les mauvaises opinions, ou la sympathie ou l'antipathie, vous voyez qu'on est à moins 53 chez les sympathisants de la France insoumise, et on culmine à plus 5 seulement chez les sympathisants LR. Donc véritablement, le segment, évidemment, qui est le plus critique à l'égard d'Israël, c'est la France insoumise. Je dis évidemment parce qu'on le voit, on le mesure, on l'entend, et que ça fait partie aussi d'une construction historique qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très prégnant. Et ce que je crois le plus important dans cette affaire, c'est la confusion qui est de plus en plus faite entre les Israéliens en tant que peuple, Israël en tant qu'État et l'actuel gouvernement israélien. Les Français font bien la distinction. Et quand vous faites cette distinction, vous n'avez pas les mêmes réponses. Mais là encore, au niveau des sympathisants de la France insoumise, vous avez des écarts colossaux qui tendent à montrer que la société israélienne, le gouvernement israélien, Israël en tant qu'État, tout ça, c'est un peu la même chose. Et comme la plupart, je vous rappelle l'item, des Français juifs soutiennent, y compris dans ce que cela aurait de plus terrible, la politique israélienne, eh bien vous avez créé une confusion où les choses s'enclenchent et où du coup la passerelle avec l'antisémitisme est clairement, je crois, démontrée. Et vous le voyez à nouveau ici sur la perception des Israéliens par famille politique. Dernier point sur le conflit lui-même entre Israël et le Hamas. Là aussi, vous avez des baisses en termes de sympathie, mais qui vaillent autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Et puis le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est extrêmement rejeté, et le Hamas, qui recueille 6% de sympathie, 6% seulement, mais quand on le rapporte à la population totale, ce n'est pas négligeable en termes de nombre de personnes. Et vous voyez ici un phénomène aussi de clivage profond de la société française. Quand vous regardez la sympathie à l'égard des Israéliens et des Palestiniens,
Très clairement, les sympathisants du bloc central ou de la droite expriment de la sympathie beaucoup plus marquée pour les Israéliens que pour les Palestiniens. C'est l'inverse à gauche, le PS étant dans une position assez équilibrée, mais chez les sympathisants de la France insoumise, 70% de sympathie pour les Palestiniens, 37% seulement pour les Israéliens. C'est là où vous voyez la confusion, encore une fois, entre la société et le gouvernement, même si les dirigeants de la France insoumise s'évertuent à dire qu'ils ne font qu'une critique politique de l'État d'Israël. Dans les faits, ce qu'ils disent conduit à assimiler Israéliens, société israélienne, juifs et évidemment aussi juifs français. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Oui, pour 77% de la population, toujours une minoration chez les sympathisants de la France insoumise. Vous le voyez ici, quand on dit depuis les attaques du 7 octobre, il est clair que le Hamas est une organisation terroriste, 72% sont d'accord, mais vous allez voir que c'est beaucoup moins le cas à nouveau à la France insoumise. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit, c'est par exemple le deuxième ou le troisième item. Ce qui se produit dans la société française, le point de bascule, c'est que même si les Français ont bien compris ce qui se passait à Gaza et en Israël, à savoir que c'est une réaction aux événements évidemment du 7 octobre et au droit d'Israël à se défendre, quand vous posez Israël doit renoncer à viser certaines cibles comme les hôpitaux ou les écoles, même si des combattants du Hamas s'y cachent, les 2 tiers des Français nous disent que oui. Et là, vous avez un nœud. Encore une fois, la légitimité de la défense d'Israël n'est pas, on a d'autres questions aussi là-dessus, n'est pas remise en question, mais c'est ça qui, évidemment, explique le fléchissement du soutien à la riposte d'Israël par la société française. Et puis, vous le voyez à nouveau, mais je vais arrêter de le pointer, 44% seulement des sympathisants de la France insoumise qui nous disent que depuis les attaques du 7 octobre, le Hamas est une organisation terroriste. Donc on a bien ici les effets d'un travail politique de confusion sur les termes, sur la sémantique et sur toute une série de choses. Mais dans les faits, comme je vous le disais, les Français continuent à penser, à 87%, que le Hamas est responsable de ce qui se passe et de la situation pour la population civile palestinienne, encore plus qu'Israël, qui est tenu pour responsable par 70%. Et puis là encore, est-ce que c'est ce qui se passe au Proche-Orient provoque une montée de l'antisémitisme? L'immense majorité des Français a bien compris que oui. Du côté des sympathisants de la France insoumise, on l'a un petit peu moins compris, puisqu'on est dans ce mécanisme perpétuel de relativisation ou de dénégation. S'agissant du RN, nous avons reposé cette question que nous avions également posée, et là aussi la population est assez clivée, stable et assez clivée. 58% de nos concitoyens pensent que le RN reste marqué par l'antisémitisme et 42% qu'il a rompu. Dernier indicateur, puisqu'il en faut pour les deux extrêmes, si vous me le permettez, quand on teste des positions de la France insoumise, et nous l'avions fait dès novembre 2023 avec Le Monde, avec cette question-là, eh bien vous mesurez, et ça c'est quand même un élément un peu rassurant, que la société française considère massivement soit que les propos de la France insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon vont au-delà de la critique de l'action d'Israël et sont antisémites, ou attisent l'antisémitisme au sein de la population, soit, même si ce sont des propos qui ne sont pas directement antisémites, qu'ils contribuent à propager l'antisémitisme. Le deuxième item, c'est le pompier incendiaire. Dans les deux cas, on a donc là l'immense majorité des Français qui considèrent que nous avons là une formation qui, évidemment, est ou provoque de l'antisémitisme. C'est un tout petit peu augmenté sur l'adhésion à la critique politique, mais ce n'est que 24% des Français qui nous disent non, ce n'est pas antisémite, ils expriment simplement une critique de l'action d'Israël. Voilà les principaux enseignements. J'étais un petit peu plus long, j'en suis désolé, que le temps assigné, mais je crois qu'il faut être très précis sur ces dimensions. Ce n'est pas une explosion, encore une fois, sur tous les items. Ce qui est préoccupant, c'est la montée en puissance de ceux qui ont une pensée organisée, cumulant un nombre conséquent de stéréotypes anti-juifs. Tout ça étant à relier, évidemment, avec ce qui se passe en Israël. Merci. Hello, hello.
Merci beaucoup, Brice Teinturier, pour cette description et cette synthèse très très claire. Et je suis maintenant très heureux de pouvoir organiser une discussion entre Bernard Cazeneuve, Delphine Orvillers et Étienne Gernel sur cette question qui couvre l'ensemble des débats qui auront lieu aujourd'hui. Penser le monde d'après. Et c'est étrange parce qu'on s'est simplement dit comme tel, penser le monde d'après, et immédiatement on entend une date qui s'impose à nous. Et Jonathan Arfi l'a rappelé dans son petit propos qui précédait. Le 7 octobre est une fracture dans l'histoire du siècle, et ce n'est pas une fracture seulement pour Israël ou pour les Juifs du monde. Alors, c'est évidemment autour de cette notion de fracture, de césure, pourrait-on dire, que je vous invite à discuter tous les trois ensemble. Et j'ai peut-être une question générale qui va, je pense, couvrir notre discussion, c'est comment mesurer l'ampleur de la césure depuis la crise même qu'elle a engendrée, après, comme le dit le titre de la Convention, mais aussi dedans, parce qu'on est dedans, une crise qui ne cesse de se manifester, peut-être de s'amplifier. Et je voudrais commencer par une question à Delphine Orvillers, je voudrais dézoomer en vérité, et lui poser la question de la césure et de la crise pour elle dans le temps long de l'histoire juive. Je sais que c'est quelque chose qui la travaille particulièrement. Comment, avant qu'on revienne à des considérations plus précises sur le terrain de l'actualité politique, comment vous abordez ça dans ce temps long? Merci à vous et merci pour cette invitation et pour votre présence à tous en regardant les chiffres. Et ce qu'il suscite en nous comme émotion, je me suis tournée vers Bernard Cazeneuve à un moment donné, je lui ai dit c'est dommage qu'il ne nous ait pas mis de la vodka à la place, parce que c'est assez troublant, voilà, ces chiffres. Pour parler de l'après, et en réfléchissant à cette question de l'après, je me dis d'abord en introduction que j'ai le sentiment que notre génération a vécu finalement pas mal de moments dans lesquels on a parlé d'un monde d'après. Moi, me vient immédiatement à l'esprit le monde de l'après 11 septembre, le monde de l'après Covid, mais si on dézoome effectivement et qu'on remonte encore un peu, j'ai l'impression de m'être posé 1000 fois la question du monde après l'assassinat de Rabin, ou pour les plus anciens, le Kennedy. Enfin, on a l'impression qu'il y a des moments de césure comme ça dans l'histoire où on se demande qu'est-ce qui va changer. Mais effectivement, pour nous, dorénavant, je crois, cette question de l'après sera pour toujours liée à la date du 7 octobre. Mais il faut bien se rappeler, et je crois que les statistiques en témoignent, que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mon autre source d'inspiration, quand je pense à la question du monde d'après, j'ai immédiatement en tête un auteur, je crois que c'est le cas aussi de beaucoup d'entre vous, qui est Stefan Zweig, qui a écrit Le Monde d'hier. Et moi, je n'ai pas arrêté de relire ces textes parce que j'ai le sentiment que même s'il est mort il y a longtemps, il fait partie de nos contemporains dans la façon dont Stefan Zweig a vu un monde s'effondrer. Il y a quelques mois, après le 7 octobre, j'étais en visite à la Bibliothèque d'Israël, vous savez, ce nouveau bâtiment qui aurait dû être inauguré exactement, je crois, le 8 octobre. Et quand je suis allée visiter ce bâtiment à Jérusalem, on m'a proposé de voir des manuscrits. La guide a ouvert un tiroir et le premier manuscrit qu'elle m'a montré, la première lettre, c'était la lettre de suicide de Stefan Zweig, qui est maintenant donc à Jérusalem, dans lequel il explique qu'il a vu s'effondrer un monde culturel, spirituel, linguistique qui était le sien, c'est intéressant, linguistique, le langage qui s'effondre, comme un prélude à d'autres effondrements. Et il dit, je sais que viendra une aube, mais je n'ai pas la force de traverser cette nuit. Troublant de lire aujourd'hui Stefan Zweig. J'ai l'impression d'avoir, c'est vrai, beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé, notamment dans mon dernier livre, Comment ça va pas, sur la question de quelle manière le monde ne sera plus jamais le même, de quelle manière il me faut constamment mener, et je sais que c'est votre cas à vous aussi, des conversations étranges. Dans mon dernier livre, je parle de conversations que j'ai avec mes fantômes, avec mes grands-parents, avec mes enfants, avec mes amis arabes, avec ma peur et avec tant d'autres gens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, j'ajouterais 2 autres conversations que j'aurais dû mener dans ce livre, ou en tout cas que je mène maintenant, qui sont inspirées par des rencontres, des événements. 2 autres conversations que je mène aujourd'hui et sur lesquelles je voudrais écrire, c'est la conversation que j'ai avec la jeunesse, et particulièrement avec la jeunesse juive, et la conversation que j'ai avec des agents politiques militants.
aujourd'hui. Première conversation avec la jeunesse, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu cette semaine qui m'a pas mal perturbée. On m'a invité à une soirée apéro avec des jeunes de ma communauté, dans ma communauté Judaïsme en Mouvement. Très régulièrement, ils organisent ce qu'ils appellent des rabbis apéros, des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans qui se réunissent pour discuter avec un rabbin. Et j'ai rencontré cette jeunesse, il y avait peut-être 30 ou 40 jeunes devant moi, et ils m'ont tous raconté la même chose. Ce qui était très perturbant. Ils m'ont tous dit de quelle manière toute cette jeunesse, qui est donc une jeunesse, on va dire, la plupart d'entre eux, même l'intégralité d'entre eux, n'est pas allé en école juive, ils n'ont pas vécu dans un monde très communautaire, entre guillemets, très intégré dans leur vie professionnelle. Et puis, aujourd'hui, ils me racontent tous le même phénomène, qu'ils vivent tous une sorte de dédoublement relationnel, c'est-à-dire que tous témoignent du fait qu'ils mènent parallèlement dans leur vie 2 conversations. Une conversation avec les gens avec qui ils travaillent, juifs ou non-juifs, surtout non-juifs, les gens avec qui ils étudient, les gens avec qui ils travaillent, avec qui dorénavant, ils évitent tous les sujets qui fâchent. Et parallèlement, le besoin qu'ils ressentent de se retrouver, souvent entre juifs, justement pour aborder ces sujets qu'ils ne parviennent plus à aborder dans leur quotidien. Et en fait, ce que ces jeunes m'ont décrit, et qui m'a particulièrement troublée, c'est qu'en fait, on assiste à ce qu'on pourrait définir comme une maranisation des Juifs de France. C'est-à-dire une vie marane, d'une certaine manière. Vous savez, cette espèce de subtil équilibre entre du repli et de la simulation. Un renforcement d'un côté de refuge communautaire et parfois, au quotidien, des entrées dans des zones de censure ou de simulation au nom de la protection. Et puis, il y a une autre conversation que j'ai aujourd'hui avec des amis non-juifs, une autre conversation que j'ai aussi avec des acteurs politiques. C'est le sentiment, et je serais curieuse de savoir s'il est partagé par d'autres ici, qu'il y a un déni tellement important de l'histoire autour de nous, ce qu'on pourrait appeler une sorte de hypomnésie, dans le meilleur des cas, ou une amnésie, dans bien des cas de l'histoire, tout à fait troublante, un refus de lire l'actualité, et notamment les chiffres qu'on vient de voir maintenant, à la lumière de l'histoire. Par exemple, un refus de se poser la question de pourquoi, aujourd'hui, comme hier, nous démontre constamment la nécessité d'une souveraineté juive, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'à l'échelle de l'histoire, les nations n'aient pas pu ou n'aient pas voulu, cocher la bonne case, protéger et sauver les Juifs, est constamment à l'œuvre dans notre histoire. Mais aujourd'hui, il y a un discours d'hypomnésie ou d'amnésie face à cela, de la même manière qu'il y a un discours d'hypomnésie ou d'amnésie par rapport à l'histoire du sionisme, son lien avec le socialisme, la volonté historique qui a été celle de bien des Israéliens dans l'histoire de tendre la main, de chercher une solution politique. Tout ça est en situation d'hypomnésie ou d'amnésie, et ça déclenche chez beaucoup de gens, y compris chez moi, et ça répond en fait à la question que tu me posais, je me rends compte que ça déclenche chez beaucoup de Juifs, et y compris chez moi, un phénomène, au contraire, d'hypermnésie réactionnelle. C'est-à-dire qu'en réaction à cette faillite de conscience ou de mémoire historique, beaucoup de Juifs développent une hyper-mémoire de nos traumatismes passés, une angoisse de survie, comme si les événements actuels étaient constamment des piqûres de rappel du passé. On trace tout à coup des liens avec aussi bien, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, la Nuit de cristal, les pogroms, l'Ukraine. Tout à coup, tout revient de façon extrêmement puissante à notre mémoire, dans une conscience des bégayements historiques que les autres ne voient pas. Parce que ces bégayements historiques, ils sont présents partout dans les discours autour de nous. La façon dont certains remettent à l'ordre du jour des discours sur la domination juive dans les médias, dans la finance, dans la politique. La façon dont certains remettent à l'ordre du jour des débats sur la contamination juive, de la même manière que les Juifs contaminaient l'Europe par leur présence. Aujourd'hui, ils contamineraient le Proche-Orient par leur présence territoriale. C'est troublant parce que ces discours sont remis à l'ordre du jour et les Juifs perçoivent de façon extrême et aiguë à quel point ils sont des répétitions de discours passés, mais c'est comme si beaucoup de gens ne l'entendaient pas
comme s'il n'y avait rien de neuf sous le soleil, si je dois utiliser un verset de la Bible, de l'Ecclésiaste, ou pour le dire avec des mots de Claude François, comme si tout était comme d'habitude. Comme d'habitude, on retrouve ces mêmes discours. Et si je dois le résumer en une phrase, je dirais que j'ai le sentiment que dans ce monde d'après qui s'amorce, les Juifs n'arrêtent pas de dire « Mais enfin, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ?» Et beaucoup de gens autour d'eux leur répondent « Ah, ça suffit, votre paranoïa, calmez-vous ». Et dans ce discours de sourds, en fait, toute communication devient impossible. On est parti sur la notion de césure et je note que vous en pointez deux, en somme, une césure qui a lieu à l'intérieur de chaque individu juif, à partir de ce que vous dites, comme ce que vous évoquez comme dédoublement relationnel, hein, c'est-à-dire qu'on est césuré dans cette nouvelle situation, et puis une césure entre les Juifs et les autres, tout simplement. Hein. Il y a ce fait-là que vous pointez. Je vais demander à Bernard Cazeneuve maintenant comment lui, de son point de vue, a mesuré l'ampleur de cette fracture, de cette césure. Bon, d'abord, la grande césure qui est intervenue, si on se place dans le temps long de l'histoire, c'est la construction d'un ordre international au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui reposait sur l'universalisme, qui avait eu sa transcription d'ailleurs en France à travers la Révolution française, l'universalisme français, qui reposait sur cette idée que l'altérité était quand même la meilleure manière d'éviter que l'humanité ne se déchire, c'est-à-dire la capacité de chacun à se mettre à la place de l'autre, et faisant cet exercice difficile, car il n'est pas spontanément consubstantiel à la nature humaine, d'éviter de témoigner à l'égard d'autrui d'une violence dont on ne tolérerait pas qu'elle s'exerce à l'égard de nous-mêmes. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Delphine parlait de hypermnésie. L'hypermnésie, elle est sans doute le résultat de la dimension hyperbolique de l'horreur au moment de la Shoah. C'est ça la cause fondamentale de l'hypermnésie. Ce qui s'est passé au moment de la Shoah était ce que l'humanité avait sans doute produit depuis son commencement de plus cruel, de plus barbare, de plus inacceptable au regard de ce que sont les principes de la civilisation. Et la césure historique, après ce moment d'hyperbolique monstruosité, conduit les pères fondateurs de l'Union européenne, mais aussi la communauté internationale, à fonder un ordre sur l'idée que tout cela ne peut pas recommencer. Et comme, encore une fois, je pense que ce que nous voulons éviter n'est pas consubstantiel à la nature humaine, ça veut dire que pendant des décennies, par un effort d'éthique politique, par une éthique de la responsabilité, par un engagement éthique personnel et collectif, la société décide de retenir en elle-même ces haines larvées, abjectes, dont elle veut définitivement se débarrasser précisément pour que l'histoire ne recommence pas. Et moi, ce qui m'a frappé dans les événements du 7 octobre, c'est que pour la première fois depuis cette césure historique, qui est celle de la paix, de l'universalisme, de la concorde, de la fraternité que porte le projet des pères fondateurs de l'Union européenne, nous voyons ressurgir, à travers une barbarie restée intacte, une haine des Juifs et une violence à leur encontre, qui est le fait de terroristes islamistes, qui rappellent que tout ce que nous avions retenu, l'humanité, de haine possible, déferle. Et c'est moins une césure nouvelle qu'un retour au contexte qui prévalait avant que la Shoah ne se produise. Mais c'est d'autant plus inacceptable qu'elle s'est produite et qu'on sait ce que la haine des Juifs peut engendrer de tragédie pour l'humanité tout entière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'on voit ressurgir des comportements politiques, des propos politiques, des manières d'être, des provocations qui, outre leur dimension d'irresponsabilité, auront des conséquences très graves sur la société, notamment sur la nôtre, sur la société française. Pas simplement à l'égard et à l'encontre de nos compatriotes de confession juive, d'abord à leur égard et à leur encontre, mais à l'égard de tous les citoyens.
Et ce qui me préoccupe beaucoup dans les chiffres qui viennent d'être révélés par Brice, c'est que cette indifférence à la montée de l'antisémitisme ou cet aquabonisme à l'égard de la haine qui monte, ça concerne aujourd'hui nos compatriotes de confession juive, mais comme ça traduit une prise de distance radicale à l'égard de l'altérité, ça concernera chaque Français dont la position déplaira à ceux qui chassent en meute, puisqu'ils chassent en meute. Et là, je voudrais dire des choses extrêmement précises et qui renvoient à l'actualité. Lorsqu'avec Manuel, en 2014, et sous son autorité, puisqu'il était Premier ministre, mais j'assume totalement ça parce que c'est ce qu'il fallait faire. Non seulement je l'assume, mais je suis fier que nous l'ayons fait ensemble. Nous avons décidé de sortir du champ des délits de presse l'apologie du terrorisme. Nous l'avons fait pourquoi ? Nous l'avons fait parce que nous considérions, pressentant quelle était la pente que ces chiffres révèlent, que la haine des Juifs, mais aussi toute manifestation de racisme, d'antisémitisme, ne relevait pas de la liberté d'expression. Ça relevait d'un délit qui devait être combattu par la société, parce que ce délit pouvait engendrer des troubles à l'ordre public d'une extrême gravité. Mais nous l'avons fait aussi pour des raisons politiques qui sont des raisons éminemment morales, qui conduisaient le gouvernement de l'époque, au moment où l'islamisme manifestait sur le territoire national par le terrorisme un nouvel antisémitisme, de dire que l'État entendait s'armer résolument pour protéger les Juifs de cette haine. Que l'on vienne aujourd'hui, lorsqu'on est responsable de la France insoumise, je devrais dire irresponsable et pour cette raison responsable de la France insoumise, expliquer qu'il faudrait remettre en cause cette apologie du terrorisme par la loi, parce que cette disposition législative serait une remise en cause de la liberté d'expression et une forme de pénalisation du combat mené par les syndicalistes, les militants, etc. Cela revient à dire, donc, que le combat des syndicalistes, des militants politiques, peut s'accommoder et voire même revendiquer l'antisémitisme déployé librement, sans retenue, sans aucune réaction de la société, sans aucune indignation de la part de ceux qui ont subi ça dans leur chair et de la part de ceux qui ont décidé d'être solidaires à leur égard. Curieuse approche de ce qu'est la liberté d'expression et singulière relation à l'histoire. Parce que je voudrais rappeler à ces grands administrateurs d'ordonnances et donneurs de leçons humanistes et qui se comportent en réalité comme de véritables cyniques, oublieux de tous les principes de la République, que la première chose qu'a fait le régime de Vichy, c'est d'abolir le décret Marchandeau qui, précisément, faisait de l'antisémitisme un délit. Voilà la filiation dans laquelle ils s'inscrivent. Et je dis à mes amis politiques, je ne le dis pas parce que je suis devant vous, vous avez remarqué que je le dis, y compris lorsque vous n'êtes pas là, que lorsque la France insoumise dit cela, et que des responsables du Parti socialiste disent non, ils ont tort de le faire, mais sans doute faudrait-il aménager à la marge les dispositions du texte de 2014 qui pénalisent les propos antisémites. Non, il n'y a pas d'aménagement à faire. Il n'y a pas d'aménagement à faire parce que le texte est clair. Et que lorsque une personne tient un propos antisémite, celui qui appréciera la dimension ou le caractère antisémite du propos, c'est le juge, et qui le fera à partir de l'ensemble des éléments de jurisprudence qui sont fondés sur les principes d'équilibre et de proportionnalité. Et que aménager cette loi, c'est s'accommoder de la volonté de faire des synthèses sur des sujets qui mériteraient la plus grande fermeté, pour des raisons politiciennes qui n'ont rien à voir avec ce que la politique implique de fermeté, de détermination, lorsqu'elle est noble. Il y a un dernier point
sur lequel je voudrais dire un mot et qui me paraît vraiment très important dans le contexte. C'est que ce relâchement de l'esprit républicain et de l'universalisme français à l'égard de nos compatriotes de confession juive est une affaire qui vient de loin. Je vous invite à relire un discours qui a été prononcé en 1939 par Thorez. Ce discours s'intitule « Blum tel qu'il est ». Dans ce discours, l'antisémitisme affleure à chaque ligne. À chaque ligne. Donc ce qui traverse aujourd'hui la gauche est une affaire ancienne. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire ancienne. Et c'est parce qu'elle est ancienne et qu'elle est récurrente, et à chaque fois que la gauche s'est laissée aller à cela, elle s'est perdue, qu'il faut régler ce problème une bonne fois pour toutes. Il faut le régler définitivement et clairement. La gauche, c'est l'universalisme français. L'extrême droite, vous savez ce que j'en pense, et je ne pense pas, ne vous trompez pas sur ce point, qu'elle ait changé de quelque manière de nature. Elle était à l'origine de sa création antisémite, elle le demeure. Et ne pensez pas, surtout, qu'il puisse en être autrement. Et moi, je n'espère pas faire changer l'extrême droite, parce que je pense qu'il est dans ses natures de demeurer telle qu'en elle-même. Mais j'espère bien que, par la force de la conviction, par la déconstruction de ce qu'il y a de plus pernicieux dans ce qui se produit, il y aura suffisamment de cœurs ardents, il y en a quelques-uns dans cette salle, et je salue Manuel, et qu'il y aura suffisamment de cœurs ardents pour que sur ces sujets, nous puissions faire la clarté définitivement. Parce qu'il y a de surcroît dans le comportement de la France insoumise, et qui apparaît à travers ces sondages, un cynisme assumé et que la gauche n'avait pas rencontré jusqu'à présent. Je ne suis même pas sûr qu'ils pensent ce qu'ils disent lorsqu'ils s'expriment comme ils s'expriment. En revanche, ce dont je suis convaincu, et c'est pire encore sur le plan moral, qu'ils le disent pour cristalliser autour d'eux un électorat qui est l'électorat musulman des quartiers, dont ils espèrent, en tenant le discours qu'ils tiennent, qu'ils en feront un socle électoral fidèle à tout jamais et insusceptible de bouger, ce qui est cynique, parce que ça a des conséquences sur la société française, mais ce qui est aussi abject, parce que ça dénote une vision, une représentation de ce que sont les musulmans dans notre pays, qui est très loin de ce qu'ils aspirent à nous voir dire d'eux-mêmes. Si la République veut prendre tous ses enfants dans les bras, il ne faut pas que les Juifs aient peur, et comme l'avait dit Manuel Valls lors de son discours prononcé après les attentats de Charlie, il ne faut pas que les musulmans aient honte. Et l'honneur de tous les républicains, quels qu'ils soient, c'est de faire en sorte que nous soyons suffisamment ardents à défendre les valeurs que nous avons en partage pour que nous puissions libérer tous les musulmans qui nous attendent, nous républicains, sur ce sujet, plus que toute autre communauté dans la nation, que nous ayons un discours suffisamment clair sur ce que sont les valeurs de la République, parce que les musulmans de France voient bien le combat courageux mené par des femmes qui se dénudent devant des universités pour exprimer leur aspiration totale à la liberté et qui n'entendent pas que l'on maintienne en France un état d'esprit qui reviendrait à considérer la laïcité comme une manière d'empêchement contre tous ceux qui prétendent les enfermer dans un vêtement, les privant de toute leur liberté. Donc, oui, l'histoire se répète parfois, oui, il y a des césures funestes, mais il y a aussi dans la société française une capacité de résistance, à condition qu'il y ait suffisamment de courage pour que les choses soient dites. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve, vous avez dit beaucoup de choses. Je voudrais insister en passant la parole à Étienne Gernel, qui est donc journaliste, qui dirige Le Point et qui en tant que tel a suivi ce monde d'après depuis un an
avec beaucoup de précision pour scruter ce qui se passait dans les réactions politiques, dans les réactions de la société française et aussi dans les débats d'idées qu'il pouvait y avoir. Je vous laisserai évidemment articuler ça. Je voudrais partir d'un point qui me paraît commun dans ce qui a été dit dans les deux précédentes prises de parole, à savoir ce rapport à la mémoire, l'hypomnésie, l'hypermnésie. Et dans ce monde d'après, il me semble que le monde, aujourd'hui, est passé d'un état à un autre, au sens où a dominé, comme l'a rappelé Bernard Cazeneuve, après 1945, une mémoire de la Shoah sur laquelle a été construit un nouvel ordre européen, et qu'aujourd'hui, peut-être, au terme de combats idéologiques auxquels on a assisté pendant de nombreuses années, ce qu'on a appelé la concurrence des mémoires, aujourd'hui, le modèle dans la jeunesse, dans les universités, qui domine, on serait plus après la Shoah, mais c'est un monde post-colonial. Hein. Et donc cet affrontement, il ne devrait pas en être un, entre une mémoire de la Shoah et une mémoire post-coloniale. Alors il y a de toute évidence une concurrence des mémoires, il y a de toute évidence qui est organisée, voulue par des mouvements dits décoloniaux, qui sont les mêmes, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qui s'en prennent aujourd'hui à Kamel Daoud, à Boualem Sansal. D'ailleurs, on peut avoir une pensée pour Boualem Sansal qui est en prison actuellement. Qui s'en prennent à la liberté d'expression, qui s'en prennent à la laïcité, tout ça, ça forme un corpus de cibles. Et alors, s'agissant de la mémoire, ce qui est très intéressant, c'est, de toute évidence, une tentative d'effacement ou de contrebalancement de la mémoire de la Shoah, ça c'est absolument certain, et même la mémoire du 7 octobre. Ce qui est frappant avec le 7 octobre, c'est une histoire qui s'est écrite sous nos yeux, directement, filmée par les assassins, qui est un cas très rare, très très rare. Et puis il y a une tentative d'effacement en direct aussi. Il fallait plus en parler. Ça, j'étais très frappé par ça. On avait fait un numéro spécial sur 7 octobre, on avait raconté toute la journée, une douzaine de journalistes avaient travaillé là-dessus. Puis je me souviens quand même de commentaires que j'ai entendus. « Ah mais vous en faites trop. » Ah bon? Ça veut dire quoi, vous en faites trop? Ben, j'ai jamais eu de réponse. Mais vous en faites trop. On nous a dit ça, vous en faites trop. Il ne faudrait pas en parler. Il ne faudrait pas le dire. Quand je dis ça, c'est des commentaires dans mon petit monde à moi, le petit monde médiatique, de gens qui ne sont pas dans des partis extrémistes. Voilà. Il y a quand même ça. Ce qui est très frappant, c'est qu'il ne faudrait pas en parler, il faudrait se faire discret. Alors probablement il faudrait que les Juifs se fassent discrets, il faudrait que les médias arrêtent d'en parler, arrêtent de parler de l'antisémitisme, arrêtent de parler du 7 octobre tout le temps. Pourquoi le 7 octobre encore? Ah bon, mais vous en faites trop, vous en parlez trop, on dirait que vous faites que ça. Alors comment dire, nous, on est un peu des sales bêtes au point, donc ça ne nous encourage pas tellement à arrêter, donc on ne lâchera rien, mais il y a quand même ça qui est présent dans la société. Et alors je voudrais revenir une minute d'ailleurs sur... Delphine Orvillard a parlé de Zweig. Zweig, c'est un modèle d'écrivain, c'est un modèle de penseur, on est tous admiratifs. Tout le monde aurait aimé écrire les livres de Zweig, on est tous jaloux en fait de Zweig d'une manière ou d'une autre. Quel génie incroyable. Sur le plan politique, je ne dirais pas que c'est un modèle. Et ça se voit notamment dans les... Si vous ne l'avez pas lu ou ouvert, c'est édité chez Rivage, la correspondance entre Zweig et Joseph Roth. C'est absolument extraordinaire. Roth qui est combattant, qui est révolté, et Zweig qui dit on va se mettre un peu en retrait, etc. Et puis ça a fini effectivement par un suicide. Et l'objectif, c'est quand même de ne pas se suicider. L'objectif, c'est de se tenir, de tenir. Et dans un monde post-7 octobre qui est un monde hostile, qui est hostile à la liberté d'expression. On parlait de Daoud et Sansal, qui sont des figures de la liberté d'expression. Et on voit bien qu'ils ont un soutien, alors là, mais pas de tout le monde. On voit quand même un silence. Alors, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs, qui sont là. Il y en a deux qui sont dans la salle, je parle à gauche en particulier. Des gens comme Mickaël Delafosse, comme Carole Delga, qui tiennent toujours... Mais quand même, globalement, pas énormément de monde qui vient derrière. Il y a une forme... Bernard Cazeneuve parlait de relâchement. Moi, j'ai envie d'utiliser le mot, un mot qu'aimait bien le général de Gaulle, qui est avachissement. Il y a une forme d'avachissement politique, médiatique, une forme de faillite médiatique, disons les choses, quand, dans les années 80, 90, Jean-Marie Le Pen tenait des propos antisémites,
il était considéré, et à juste titre, comme un paria. C'est-à-dire qu'on le recevait, on lui disait, mais quand même, il y avait... Moi, attendez, je suis pour la censure de personne, jamais, hein. Surtout pas. Je suis pour qu'on invite tout le monde, je suis pour qu'on parle à tout le monde. Mais il y a une manière et une manière de recevoir. Je ne me vois pas aujourd'hui commencer une interview d'Émeric Caron en disant, mais au fond, qu'est-ce que vous pensez de la réforme de l'assurance chômage ? C'est un sujet, finalement, tout passe. C'était le titre d'un livre extraordinaire de Vassili Grossman, Tout passe. Et alors il y a un peu d'indignation, et puis un peu moins, et puis encore un peu moins. Et puis il recommence, il monte d'un cran, et puis encore un peu d'indignation, puis un peu moins, et un peu moins. Et vous voyez bien, il y a une montée en puissance. Il y a une montée en puissance de la rhétorique antisémite, comme il y a une montée en puissance de la rhétorique anti-liberté d'expression, où on voit des gens qui disent « Ah bah oui, mais sans ça, il n'avait qu'à respecter la loi. » Ah bon ? Quelle loi ? Daoud, il avait qu'à respecter la loi. Ah bon, mais quelle loi ? C'est la même chose. Ça se crante, ça avance petit à petit. Et là-dessus, je pense qu'il y a un sujet de combat. On le voit sur beaucoup de choses. Je peux prendre un autre exemple qui est très intéressant. 1990, profanation du cimetière juif de Carpentras, 200 000 personnes dans les rues, le président de la République qui se déplace, qui vient rencontrer, c'était Mitterrand, qui vient rencontrer des manifestants. Et c'était un cimetière, c'était des morts. Aujourd'hui, c'est des vivants qu'on assassine. Et vous voyez la même réaction ? Non. C'est ça qui est révoltant. C'est ça qui est angoissant. Le monde d'après, ce qui est angoissant dans le monde d'après, c'est ça. C'est les gens qui passent, la France insoumise, tout un week-end à essayer de justifier l'action de ceux qui menaient une chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam, comme on a vu au Daghestan, Jonathan l'a rappelé, qui est une forme de daghestinisation en Europe, et puis une réaction qui est toujours un peu plus faible. Notre défi, il est là. Notre défi, c'est de lire Zweig, mais ne pas faire comme lui. Ne pas se retirer, ne pas se taire. Voilà. Je suis très frappé par ça, par une forme de retrait, d'avachissement, de peur, l'intimidation qui va avec. Brice parlait tout à l'heure de Géraldine Wössner, qui est une journaliste donc, du Point, qui a fait l'article sur le sondage. Alors, elle n'est pas du genre à se laisser intimider, Géraldine. C'est une combattante, elle ne va pas se laisser faire. Et je pense que c'est ça notre enjeu aujourd'hui, c'est de nous tenir debout et de ne rien lâcher, jamais. Alors, je voudrais poser une question à chacun dans les 10-15 minutes qui restent. C'est une question, c'est peut-être la question la plus compliquée. Il y a le 7 octobre et il y a après le 7 octobre. Mais après le 7 octobre, il y a eu la guerre, il y a eu le 8 octobre, il y a novembre, il y a une guerre qui dure. Et là aussi, il y a quelque chose comme une fracture et une césure qui nous traverse tous. Et je voudrais savoir comment vous l'appréhendez, cette difficulté entre une guerre qui est justifiée dans son intention et qui est constamment critiquée dans sa forme. Cette césure-là, en fait, cette fracture-là, comment vous la pensez ? D'abord, je dois réagir à des choses qui ont été dites. Je prends des notes quand vous parlez, et là, il ne faudrait pas que je les relise, ces notes, parce que j'ai écrit « L'objectif, c'est de ne pas se suicider ». Voilà. Ce que je trouvais assez limité comme ambition, mais pourtant, effectivement, incroyablement parlant, parce que depuis le 7 plus 8, 9 octobre, la question, pour beaucoup d'entre nous, c'est en fait comment tenir, comment rester fidèle à nos valeurs, mais aussi fidèle à nous-mêmes dans ce monde qui nous esquinte tellement, y compris dans notre façon d'être au monde, parfois dans notre critique du monde ou dans notre critique d'Israël. Quelque chose est totalement empêché, censuré. Moi, je suis très troublée, et vous l'avez dit l'un comme l'autre, par la place effectivement de l'indifférence dans la société autour de nous, mais aussi la place du silence. En fait, les gens n'arrêtent pas de dire chut. Petite anecdote personnelle, je réalise ce qui s'est passé ces dernières années à travers un petit récit très personnel. Il y a quelques années, quand j'emmenais mes enfants
à la synagogue. Ils étaient tout petits et il m'est arrivé plein de fois, au moment où en chemin, dans le taxi ou dans le métro, ils disaient « on va à la synagogue », de leur dire « chut », c'est-à-dire de les faire se taire, de leur demander de masquer leur langage. Et je me rends compte que depuis le 7 octobre, il se passe un phénomène complètement différent, et plein de mes amis en témoignent, c'est qu'aujourd'hui, quand eux parlent devant leurs enfants de la synagogue, c'est les enfants qui disent « chut, tais-toi, maman ». Mais je ne sais pas si vous percevez le passage dramatique quand c'est les enfants eux-mêmes qui, tout à coup, ont intériorisé la menace et que cette génération-là a cessé de se sentir en sécurité, le 7, le 8, le 9 octobre, et après. Et puis, j'ai l'impression que ce qui nous terrorise tous, c'est ce qui a été décrit là, c'est le sentiment que l'antisémitisme et la haine anti-juive se parent peut-être plus que jamais de vêtements de la vertu, des vêtements vertueux, de l'antiracisme, de la lutte contre les injustices. Et il y a là quelque chose de troublant parce que c'est à la fois complètement inédit dans le langage qu'on a à tenir, nous, face à ça. Ça nous décentre par rapport à ce qu'on avait l'habitude de combattre. Mais d'un autre côté, certains historiens diraient que ce n'est pas inédit du tout et qu'en réalité, quand on y réfléchit bien, dans l'histoire, tous les gens qui s'en sont pris aux Juifs ont toujours été convaincus qu'ils étaient du bon côté de l'histoire. Moi, j'ai la conviction que les croisés, ceux qui menaient des pogroms en Ukraine, les nazis évidemment, étaient convaincus que dans leur combat, ils étaient du côté du juste et du côté du bien. Et donc, qu'est-ce qui nous reste à faire depuis ? En fait, cette question, je me la pose non-stop, je n'ai pas une réponse, mais je me pose constamment la question des alliances nécessaires face à ce manque d'empathie, face à ce silence et face à cette pseudo-vertu. Et ça ne va pas vous étonner, très souvent, moi je vais chercher du côté des textes, de la littérature, mais aussi des textes de notre tradition. Et c'est le moment où je vais faire le rabbin avec vous. N'ayez pas peur. Et vous parler de la paracha de la semaine. Vous y attendez pas, celle-là. Dans la paracha de la semaine, celle qu'on va lire dans toutes les synagogues ce Shabbat. Petit résumé pour ceux qui peut-être n'y seront pas. On lit une paracha qui s'appelle Toldot. Ça veut dire l'histoire, mais en réalité ça veut dire littéralement l'enchaînement des générations. Et dans cet enchaînement des générations, on raconte un épisode d'antisémitisme. L'histoire de Isaac, fils d'Abraham, qui, à Canaan, creuse tous les puits que son père a creusés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, symboliquement ? Que Isaac tente, comme son père, d'apporter au monde qui l'entoure de l'eau, la bénédiction de l'eau. Il recreuse les puits de son père Abraham. Et voilà que surgissent des gens autour de lui, qui dans cette paracha lui disent « Tu as trop de puissance, tu es trop riche, dégage d'ici ». Et le texte nous dit qu'ils commencèrent à être jaloux de Isaac, de ses biens ou de son talent. Et ils lui demandèrent de partir. Sounds familiar, comme on dirait en anglais. Il y a quelque chose de toldot, des répétitions de l'histoire qui s'installent dans cet épisode. On reproche aux Juifs d'avoir quelque chose en plus, de savoir quelque chose en plus, et on leur dit « allez voir là-bas si on n'y est pas ». Mais dans cette paracha, à un moment donné, Avimelech, le roi, le souverain local, retourne voir Isaac qui est parti et veut sceller avec lui une alliance, brit en hébreu, une alliance. Et il lui dit, j'ai compris que la France sans les Juifs n'est pas la France. En fait, c'est la version la plus proche du discours de Manuel Valls dans la Bible dont on dispose. Il lui dit, j'ai compris qu'il y a une bénédiction que tu peux apporter à notre pays, que toi seul peux apporter, et que sans toi, nous avons tout à perdre. Et à ce moment-là, une alliance est scellée. Et je trouve assez incroyable, à nouveau, de percevoir comment l'histoire bégaye. Elle ne se répète jamais très exactement,
Mais il y a dans nos textes, qu'ils soient sacrés ou dans nos littératures ou dans les histoires qu'on est capable de se transmettre de génération en génération, de puissants piliers de résilience qui nous disent « Attention, quelque chose recommence, mais il t'est donné à chaque génération de construire des alliances. » Et dès lors, pour moi, la question qui se pose aujourd'hui plus que jamais, c'est de savoir qui sont nos alliés. Bernard Cazeneuve, qui sont nos alliés? Delphine Orvillère disait qu'est-ce qu'il nous reste à faire au début de cette dernière intervention. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire politiquement? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire politiquement pour que la situation change? Il y a 3 choses à faire politiquement. La première chose, et qui est sans doute pour vous la plus importante, et que les gouvernements successifs, y compris depuis 2017, ont continué à faire, c'est de créer les conditions pour que les institutions de la République et le droit élaboré par le souverain soient protecteurs de ceux qui sont menacés et à l'égard desquels une violence s'exerce, et notamment à l'égard des Juifs de France. Je me souviens que lorsqu'il y a eu les attentats en 2014-2015, nous avions décidé de protéger l'ensemble des lieux de culte. Et je me souviens d'une scène qui m'avait particulièrement marqué à Montrouge, alors que j'allais rencontrer les acteurs qui avaient été frappés par la mort de Clarissa Jean-Philippe. Une maman dont l'enfant était scolarisé dans une école juive non loin du lieu où s'était passé l'attentat, demande à ce que je me rende dans cette école. J'y vais et cette mère d'élève me dit « Voyez, elle était effondrée, moi je passe ma journée ici. Parce que vos enfants, j'imagine que vous êtes convaincus que vous pourrez les retrouver le soir. Mais lorsque j'emmène mes enfants à l'école, il y a un tel climat et j'ai une telle peur que je ne suis pas sûr de les retrouver le soir, je ne suis pas sûr qu'ils ne seront pas attaqués, et donc je reste avec eux, parce que s'ils devaient être attaqués, je voudrais partir avec eux. » On était après Montauban, Toulouse et les attentats. Bon. Et à ce moment-là, nous avons aussi décidé de protéger des écoles. Et protéger des lieux de culte et des écoles, je me souviens d'avoir pris 3 ou 4 kilos à ce moment-là, parce que lorsque j'allais remercier avec Manuel les policiers à proximité des synagogues, et il n'y avait pas que les remerciements, il y avait toute une ambiance autour. Mais ce que nous avons voulu matérialiser à ce moment-là, c'est notre détermination à protéger ceux qui se sentaient menacés. Et cela a demeuré après et doit être affirmé clairement. Donc, premier point, on fait en sorte que les institutions de la République jouent leur rôle, et jouant leur rôle, qu'elles vous envoient le message « Restez là parce que nous sommes plus forts qu'eux. Nous sommes plus forts que tous ceux qui s'en prennent à nous. » Et cette force-là, il faut en faire la démonstration. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est combattre. Il faut protéger, assumer et combattre. Combattre tous ceux dont la pensée, dont les comportements politiques, dont les attitudes visent à créer en réalité quoi? Les conditions de l'affrontement généralisé. C'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est une forme de chaos institutionnel et politique qui leur permettra d'atteindre un but dont on ne sait d'ailleurs pas très bien à quoi il aboutira, mais qui est leur but politique. Et je pense qu'il faut les qualifier pour ce qu'ils sont. Il n'y a pas, ça il faut que ce soit très clair pour vous, il y a suffisamment de personnalités, il n'y en a pas assez à mon goût, mais il y a suffisamment de personnalités qui ont l'esprit clair et qui ont bien conscience qu'avec ceux qui diffusent cette pensée et qui cherchent à atteindre ce but, aucun compromis, aucune concession, aucune alliance, aucun combat politique, fût-il de court terme, n'est possible. Voilà. Et donc, moi, j'ai quitté mon parti La Mort dans l'âme. Je suis toujours socialiste et j'aime mon organisation politique, mais je l'ai fait pour matérialiser ce que je viens de vous dire. Il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas possible. Il faut prendre des positions claires, nettes et le dire.
Enfin, la troisième chose, le dernier point, c'est que la guerre, elle résulte des actes barbares et abjects du 7 octobre. Mais la guerre, comme toutes les guerres d'ailleurs, sème la désolation. C'est une souffrance pour toutes les populations civiles et pour tous les peuples. Et donc la troisième chose que nous devons faire, même si c'est difficile, et il y a eu de grands leaders d'Israël qui sont parvenus dans les moments les plus tendus, où tout semblait noué, c'est de tracer un chemin pour la paix. Protéger, ne pas faire de concessions, se battre à l'égard de l'antisémitisme sous toutes ses formes, mais laisser aussi en permanence, en disant là aussi la possibilité de choisir le chemin du courage pour le faire, un chemin pour la paix et essayer de dépasser le moment où nous sommes pour qu'à un moment donné, même si les circonstances internationales ne sont pas favorables, on puisse trouver par la diplomatie la possibilité de sortir de l'horreur pour retrouver la paix et l'espérance. Étienne Gernal, une question aux journalistes politiques que vous êtes, puisqu'on s'est posé là deux fois la question que faire. Quelles ressources vous voyez dans la vie politique française pour que quelque chose précisément soit fait, soit possible? Est-ce que vous les sentez ou pas? Écoutez, déjà, il y a des batailles à mener, c'est les batailles du vocabulaire. L'antisionisme, enfin, le travail a été fait par Jean Kelevitch il y a déjà très longtemps. La permission d'être démocratiquement antisémite, il faut dire les choses. Et puis, il y a des impostures. Moi, je suis très frappé d'une victoire jusqu'à présent, et des pro-Hamas qui ont réussi à se faire labelliser pro-palestiniens. Ce sont les plus anti-palestiniens. Quand on est pro-palestinien, on est anti-Hamas. Ou alors il faudra me démontrer en quoi le Hamas a rendu service à la cause palestinienne. Et je pense que ça prendrait un peu de temps pour arriver à démontrer une chose pareille. Et je suis très frappé qu'on ait abandonné le militantisme pro-palestinien, c'est-à-dire pour la création d'un État palestinien, deux États côte à côte, à des gens qui, objectivement, n'en ont rien à faire, des Palestiniens. D'ailleurs, quand on lit la charte du Hamas, qui est un document très intéressant, on comprend que le Hamas se définit non pas comme un mouvement palestinien, mais comme la branche locale des frères musulmans. Donc il y a des batailles du vocabulaire à mener. Et puis après, il y a des il ne faut pas lâcher sa position, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser intimider. Il y a des choses qui changent un peu aussi. Le monde du numérique est intéressant. Wikipédia, par exemple, qui à bien des égards est aujourd'hui infiltré par des gens de ces mouvances décoloniales. Ils s'y mènent en sous-main des batailles féroces que vous ne voyez pas, parce qu'il y a des gens qui ont que ça à faire de leur journée et qui s'y battent beaucoup. Nous, Le Point, on est beaucoup attaqués là-dessus, probablement pour ces raisons-là. Et donc il y a des batailles à mener dans le monde du numérique qui sont très fortes. Il faut faire attention à ça parce que vous savez, le monde des IA génératives, une IA générative, c'est un instrument par nature probabiliste. La réponse qu'il vous donne, c'est qu'est-ce qu'il a vu quand il a été entraîné sur le web et quel est le mot suivant. Si vous dites par exemple, il va calculer quelle est la probabilité pour qu'après le mot chat arrive noir, blanc, petit, gros. Et il va vous mettre quelque chose, si vous laissez se répandre un peu partout une parole qui est une parole antisémite, hostile à la liberté d'expression, parce que tout ça, évidemment, va bien ensemble. Si on laisse faire ça, si on ne se bat pas, eh ben, ça va devenir l'opinion dominante. Et l'opinion dominante dans les IA génératives. Et c'est très intéressant, hein, parce qu'après, vous savez, les IA génératives, vous pouvez vous éduquer, vous faire la vôtre, hein, vous faites votre propre ChatGPT. Mais je pense qu'il faut aller se battre sur les terrains de la pensée, et le terrain du numérique, et ne rien lâcher à des gens qui, pour le coup, sont très actifs, parce qu'on peut leur reconnaître ça. Ils sont bons, hein. Ils se battent bien, ils sont très puissants. Les milliers de tweets pour insulter Géraldine Wössner, y compris des insultes antisémites d'ailleurs. Et oui, parce que c'est ça, hein, ce qu'elle a reçu, hein, sale pute juive, hein, c'est ça les messages qu'elle reçoit. Il faut être conscient un peu de ce qui se passe.
Et je pense qu'il faut surtout pas lâcher le terrain. Voilà. Et encore plus à l'époque de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle se nourrit de ce qui circule sur les réseaux sociaux, de ce qui circule sur Internet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un mot, parce que là, je vois qu'on a un petit peu dépassé. Non, non. Alors, moi, je note une chose, c'est que dans tout ce que vous avez dit, vous avez parlé des clivages au sein de la gauche, vous avez parlé de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, vous avez parlé des batailles sémantiques à mener. Il se trouve que cet après-midi, dans toutes les tables rondes, tous ces thèmes seront abordés en profondeur. Et donc, j'invite chacun à venir les écouter. Voilà, merci beaucoup. Ah, je vois que Brice. Pardon. Brice, tu voulais ajouter quelque chose? Non, très rapidement, c'est par rapport aux deux questions que Stéphane Bou avait posées pour relancer le débat, la question de la mémoire et la question de la césure. Moi, je voudrais vous rappeler ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon quand le président de l'Université de Lille, avait interdit une manifestation. Et il l'avait comparé à Adolf Eichmann. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement une question de mémoire qui se joue là-dedans. La première réaction qu'on pouvait avoir, c'était de se dire c'est absolument monstrueux à l'égard des 6 millions de juifs et autres personnes, pas que des juifs, qui ont été victimes de la Shoah, que de comparer l'instigateur de la mise en œuvre de la solution finale à un président d'université qui interdit une manifestation pour des questions d'ordre. Mais je crois que ça va au-delà de cela. C'est aussi une manière de détruire des repères historiques, des choses qui ne devraient pas d'un point de vue moral, d'un point de vue analytique, qui ne devraient jamais être mises en parallèle. Et c'est beaucoup plus grave encore. Ce n'est pas simplement de l'indignation qu'il faut avoir, c'est du révisionnisme, ce genre de formule en acte qui vise à détruire les repères, et ça marche auprès d'une certaine partie de la population. Ça, je le mesure, où vous ne faites plus la distinction entre ce qui relève de la solution finale et ce qui relève d'un problème en France d'interdiction. C'est le premier point. Le deuxième point, j'espère que vous ne m'applaudirez pas moins sur le deuxième point, c'est sur la question de la césure. Je voudrais revenir à ça, sur la question de la césure par rapport à Israël. Delphine Orviller évoquait, je crois que c'est très juste, la césure qu'il peut y avoir entre les conversations internes des Juifs entre eux et les conversations externes. Je pense qu'il y a une césure par rapport à Israël, qu'il y a des choses que les Français juifs se disent entre eux à propos de ce qui se fait aujourd'hui en Israël et qu'ils n'osent pas ou ne veulent pas dire à haute voix par peur de faire le jeu de leurs adversaires. Et c'est louable, mais je crois que c'est le nœud du problème qu'il faut affronter. C'est l'item que je vous pointais à un moment donné sur, même si le Hamas utilise les populations civiles et les met dans des hôpitaux ou ailleurs, est-ce qu'Israël, à ce moment-là, doit en tenir compte ou pas? Là, vous avez une césure qui se joue et qui doit être traitée si on veut véritablement, et je ne dis pas qu'elle est simple, affronter la situation actuelle sans faire le jeu des partisans de l'islamisme, du Hamas ou de Jean-Luc Mélenchon. Merci Brice, merci. Merci beaucoup à tous les 6 pour nous avoir permis de penser le monde d'après, en tout cas de commencer, puisque vous le savez, la Convention continue tout l'après-midi avec des conférences sur des sujets passionnants. Je vous invite à prendre ou à suivre sur le net le programme détaillé.